C'est la causerie de ce jeudi 18 juillet 2019. Bienvenue. Voilà, et justement, avec nous en plateau, pour nous aider à mieux comprendre les sujets de l'actualité nationale, Kamaroudine Arekpa, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de publication du quotidien Le Révélateur du Jour. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi. Voilà. À vos côtés, Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste à la radio KPFM. Bonjour, Jean-Del. Chris, bonjour, amis téléspectateurs. Bonjour. Merci aussi à vous de votre présence. Et puis, Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour Chris, bonjour madame. Bonjour. Vous nous venez tout droit du journal Le Matinal. Merci aussi de votre présence sur ce plateau. Avec vous, on va parler de deux sujets d'actualité, notamment cette affaire liée à la réfection de pistes à l'aéroport international de Cotonou. Sous l'ancien régime, il y a eu un audit qui a été commandité par le gouvernement actuel et on a découvert que les travaux n'avaient pas été faits avec le sérieux nécessaire. Félicien Fagnon, quel regard portez-vous sur cette nouvelle ? D'abord, il faut dire que moi, ça ne me surprend pas. Pas forcément à cause de ce qu'il s'agit de l'ancien régime, mais il y a cette pratique qui existe au Bénin depuis plusieurs années, c'est-à-dire même sous des régimes avant Yahi Boni, qui est que lorsqu'il y a des travaux du genre, lorsqu'il y a des marchés du genre, soit on fait de la surfacturation, ou alors on prend les fonds, mais on n'exécute pas les marchés comme cela est décrit dans les documents de base. Ou encore, on passe mal, on ne respecte pas les procédures de passation du marché public. Et dans le rapport d'audit dont il s'agit, c'est les mêmes cas qui ont été évoqués. Je dis que ça ne me surprend pas parce que c'est le système de gouvernance instauré depuis plusieurs années qui occasionne ce genre de choses. Et c'est pour cela qu'avec ce régime, vous remarquez avec moi que les gens sont en train de travailler à changer carrément, revoir le système de gouvernance. C'est-à-dire que ce n'est plus forcément les hommes, mais c'est le système sur la base duquel l'on gouverne le pays qui a ces dysfonctionnements-là. Et donc le travail qui se fait en ce moment, c'est de corriger cela. Mais on ne peut pas corriger sans faire un état des lieux, sans chercher à savoir comment est-ce que le système fonctionne, détecter un peu ces dysfonctionnements et voir maintenant ce qu'il faut corriger. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est en réalité non seulement les cadres de l'administration, mais aussi les prestataires qui sont les opérateurs économiques, les hommes d'affaires que nous avons dans le pays. C'est eux qui sont animés par moment de cette mauvaise foi. Sinon, comment est-ce qu'on peut engager des fonds pour la réfection d'une piste d'atterrissage, la seule que nous avons d'ailleurs, on a le seul aéroport là au pays, comment est-ce qu'on peut engager des fonds et que des gens fassent mal ce travail? Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser cet aéroport, quand on prend des aéroports même de la sous-région, le nôtre est pratiquement le dernier. Vous voyez, même quand l'avion vient atterrir, on dit que la difficulté avec laquelle l'avion atterrit montre que nous avons des difficultés. Il faut même quitter là où on est là. Et beaucoup d'autres pays l'ont déjà fait. Et je pense que ce régime a déjà en projet l'aéroport de Glodjibé. Mais avant, il faut absolument qu'on sache comment est-ce que les gens avaient géré, comment est-ce que les gens avaient gouverné. C'est dans cet esprit que l'audit a été lancé. Et les résultats nous donnent ce que nous avons là. Moi, je dis, ça ne me surprend pas parce que sous ce même régime, sinon sous le même système, il y a eu des cas graves, d'accord, de malgouvernance. Jean-Del Etienne Glessoubé, comment est-ce qu'on peut expliquer cette légèreté? Non, vous voyez, c'est le système dans lequel nous vivons. Et c'est gênant lorsque vous regardez un peu la manière dont les choses se sont produites ou de l'appel d'offres, la passation des marchés, l'entreprise qui a gagné, qui est encore la même, c'est-à-dire elle exécute les travaux et c'est la même entreprise également qui contrôle les travaux. Ça sort de l'ordinaire. C'est comme si on a tout fait juste pour donner à manger à des amis, à des copains, mais c'est les caisses de l'État qui saignent. Et lorsqu'on regarde également la nature, le projet dont il s'agit, c'est ça qui fait mal. On se demande si c'est des Béninois réellement qui ont orchestré ce drame national-là. Quand il s'agit de l'aéroport, le confrère l'a rappelé tout à l'heure, le seul que nous avons pratiquement au Bénin, qui jusqu'à présent permet de dire que le Bénin dispose d'un aéroport où on veut réfectionner la piste d'atterrissage. Au lieu de prendre le soin de bien exécuter les travaux, on bâcle les travaux,
on fait de la surfacturation et pendant quelque temps, cela se dégrade. Et si le gouvernement actuel n'était pas vigilant, on allait encore décaisser le reste des fonds pour l'entreprise qui déjà très tôt, à l'avènement du régime, réclamait déjà ce qui reste et que l'État doit le remettre. On doit en un mot se remettre en cause et se poser des questions. Lorsque aujourd'hui, l'État, pour des travaux, on retrouve sur nos voies. La dernière fois, quelqu'un me disait, mais on a dit asphaltage, on veut donner à manger aux entreprises locales, mais eux constatent qu'il y a plus de gens qu'on a amenés de l'extérieur. Je dis, mais non. Mais lorsque le Béninois prend le marché, et que sans même acheter un grain de sable, il va d'abord de l'autre côté vers Porto-Novo pour s'acheter un véhicule, pour dire, ce marché que j'ai gagné, voilà d'abord un véhicule que j'ai acheté. Mais du coup, quel est ce qui reste pour réaliser les travaux? Je pense qu'au-delà de l'audit, on doit aller très loin. On doit situer les responsabilités du début jusqu'à la fin. Et ça pose également le problème de la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité. Et sur ce chemin, on l'a toujours dit, le gouvernement actuel est en train de faire un travail remarquable. Et ça pourra aider le reste, à savoir que lorsque nous posons un acte aujourd'hui, forcément demain, qu'on sera rattrapé certainement par nos actions. Dina Rekpa. Alors, pensez-vous aussi que cela est dû à cause de la malgouvernance du régime passé, bien sûr? Bon, je suis heureux que les collègues qui m'ont précédé ont su remonter à la source du problème. Coller la situation au régime précédent, c'est faire preuve de myopie. C'est-à-dire dire que c'est le régime précédent seul qui a instauré ce système de gouvernance. C'est un truc qui a lieu depuis Mathusalem. Moi, je me souviens, il y a à peine quelques semaines, j'étais à une soutenance d'un parent, un jeune cousin, qui a soutenu en architecture justement. Et il, dans son rapport de stage et en même temps, qui servait de mémoire en même temps, je crois bien, quand il a fini de présenter cela, l'un des membres du jury lui faisait comme remarque ce dont nous parlons là. C'est-à-dire que le chantier sur lequel il s'est basé pour faire sa soutenance, sur le chantier, c'est la même entreprise qui exécute et c'est la même entreprise qui contrôle. C'est un chantier privé, ça n'a rien à voir avec l'État. Mais c'est pour dire donc que c'est un système qui existait et qu'il faut effectivement juguler. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à cela. Parce que si déjà je suis en même temps jugé parti, c'est que, a priori, le travail pour lequel je suis commis, je le ferai mal. Enfin, je pourrais le faire mal, mais ne pas le reconnaître et puis enjoliver cela et puis dire que c'est bien, quoi. Donc, c'est en fait la lutte contre la corruption qui est mise en œuvre là. C'est cette lutte-là qu'il faudra vraiment accentuer pour que ça serve de garde-fou afin que ces genres de situations ne se répètent pas. Je voudrais partager avec vous un extrait de ce rapport d'audit qui disait justement que l'avis d'appel d'offres n'était pas forcément fiable, ça n'a pas respecté les procédures d'usage, car notamment l'attributaire était déjà connu dès le départ. Comment expliquer cette volonté manifeste de ne pas faire les choses selon les règles de l'art? Est-ce que c'est, comme vous le disiez, que c'est parce que ça existait, ça aurait pu exister, mais qu'un gouvernement en place peut mettre fin à ça? Effectivement. Et c'est pour cela que moi, je me refuse de regarder uniquement derrière. Ce qui est important, c'est devant. Oui. C'est-à-dire, moi, je souhaite que le régime en place fasse en sorte que ces choses que nous avons connues par le passé et dont ceux qui ont été responsables, ceux qui en sont coupables, devront répondre évidemment. Il faudrait que le régime en place fasse en sorte donc que ces genres de choses n'aient plus lieu. Ce serait dommage qu'en soulevant ces genres de questions maintenant, en soulevant ces genres de faits qui ont été commis au cours des régimes précédents, que ce serait dommage que dans quelques années, nous apprenions donc que les chantiers en cours actuellement ont aussi été plus ou moins conduits dans les mêmes conditions. Ce serait vraiment dommage. Il faudrait qu'on y mette un terme. Justement. Et c'est cela ce qui est à souligner selon moi. Félicien Fagnon, un autre extrait de ce rapport d'audit, et je cite, en parlant des insuffisances relevées sur le terrain, des zones affaissées dues soit à un campage insuffisant de la couche de base de roulement
ou non, enfin, au non-refroidissement du béton bitumineux avant son exploitation, à la faible portance localisée de la structure de la chaussée, etc., etc. En d'autres termes, les travaux n'ont pas été faits de façon, enfin, dans les règles de l'art. Est-ce qu'il n'y avait pas une volonté peut-être manifeste de ne pas vraiment faire ce qu'on devrait faire? Évidemment, sur ce plan, vous savez, il faut accuser peut-être deux différentes entités. Il y a d'abord le bureau de contrôle qui est censé vérifier la qualité des travaux exécutés. Puis ensuite, l'administration centrale qui a réceptionné les travaux. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas payer les gens ou bien vous ne pouvez pas déclarer les travaux terminés si vous ne les réceptionnez pas. Et avant de réceptionner, il y a un contrôle qui est effectué d'abord, pour voir d'abord si la qualité des travaux demandés dans les documents de base a été effectivement réalisée. Et donc, si des gens ont pu réceptionner les travaux dans cet état-là, alors qu'il faut une certaine durée d'abord, après même la fin des travaux, il faut une certaine durée d'abord pour voir, après l'utilisation sur au moins un an ou bien plusieurs mois, voir si c'est bon avant de faire une réception définitive et penser maintenant à payer les gens. Donc, ça veut dire que ces deux structures-là ont donc fauté. Et je vous le disais tout à l'heure, je dis, moi je ne suis pas surpris parce que en réalité, ça ce n'est qu'un seul cas. Vous vous rappelez du dossier de l'Assemblée, du constitution du siège de l'Assemblée nationale? Ça ce n'est pas 5 milliards, ça c'est plusieurs dizaines de milliards. Et au moment où même ça a évolué, les gens dénonçaient, les gens continuaient même de décaisser encore des milliards au profit de ce chantier qui finalement n'a pas abouti. Vous savez que la HAC ne doit pas rester à Cotonou et qu'il y a un siège qui est prévu pour la HAC à Porte-Novo. C'est quelque part à Porte-Novo là-bas maintenant, on a englouti des milliards. Ça n'a pas évolué. Vous savez que à l'avènement du régime actuel, nous avons, lorsque vous conduisez votre voiture de Boycon à Cotonou, à un moment donné, si vous tentez de laisser le volant de votre voiture, c'est que vous irez dans le décor. Juste parce que le goudron n'est pas bien fait. C'est parce que la piste n'est pas bien, n'a pas été bien réalisée. Et il a fallu une interpellation de l'entreprise avant que des corrections soient portées au même chantier, alors que ça a été réceptionné, il n'y avait même pas encore 6-7 mois avant que le régime là ne s'installe. Il en était de même pour la route Ouida-Godomé, réalisée en 2 fois 2 voies. À un moment donné également, on ne peut pas rouler sur cette route-là, alors qu'on venait de finir dans sa réalisation. Ça veut dire que, je vous ai dit tout à l'heure que c'est de la mauvaise foi. Soit les entreprises ne sont pas qualifiées pour réaliser les travaux qu'on leur confie, ou carrément, on leur met tellement de pression parce que si on vous donne un marché de 5 milliards, et que dans l'administration vous met la pression pour que vous fassiez un retour d'environ 2 milliards, vous ne pouvez que réaliser des travaux de 3 milliards. Et donc des travaux de mauvaise qualité. Parfois même, et là encore, vous voyez, on a même donné les dimensions. Parfois même, on dit 2,40 km, mais l'entreprise, compte tenu du fait que les gens fait pression sur lui, sur elle bien sûr, peut réaliser un truc de 2 km seulement. Et les 40 mètres, il dit, je n'ai pas les sous parce que vous avez pris une telle partie. Le bureau de contrôle ayant été donc complice, peut se taire et fermer les yeux là-dessus, réceptionner comme tel. Donc ça veut dire que le problème se pose. C'est vrai, il peut arriver, d'accord, qu'on connaisse, d'accord, qu'on ne respecte pas forcément les procédures avant de désigner l'entreprise. Ça, c'est lorsqu'il y a urgence. Et c'est prévu que c'est le Conseil des ministres qui valide cela. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que cela puisse se répéter parce qu'avec le régime actuel, c'est pour ça que je vous parle tout à l'heure du système de gouvernance. Des dispositions ont été prises pour corser la procédure, pour qu'à la fin, vous ne veillez pas ces failles-là parce que, en dehors de ceux qui passent le marché, il y a la personne responsable de marché public, il y a même les chefs de cellule de passation de marché public, il y a les délégués de contrôle, d'accord, des marchés publics. Donc, c'est tout un filtrage, c'est un dispositif qui est mis là pour filtrer la procédure et vous ne pouvez plus vous lever et faire du n'importe quoi. D'autres personnes rédigent. C'est d'autres personnes qui passent le marché et d'autres personnes sont là pour contrôler la qualité d'abord du marché passé, avant même que l'on ne commence l'exécution. C'est pour ça que je vous disais, c'est le système et non les hommes. Je rappelle qu'en 2016, lorsque il y avait campagne présidentielle, campagne électorale bien sûr, mais le président Boni Yahi disait, mais tous ceux qui sont avec eux aujourd'hui là, c'est des gens qui, soit ont été ministres, c'est moi, DG, d'autres ont été mes conseillers. Et c'est les mêmes personnes qui se retrouvent aujourd'hui autour du président Patrice Talon. Ils veulent gouverner ce pays. Vous allez voir les mêmes erreurs. Du camp du président Talon avait répondu à l'époque, si les mêmes hommes se sont repentis, on peut faire avec eux. Ça veut dire quoi? Ça dépend du système mis en place. Les mêmes hommes qui avaient commis l'erreur, sinon les erreurs hier, peuvent revenir dans ce même système-là et bien gérer.
Donc c'est le système qu'il faut bien revoir. Chandel Glissoubé. Au-delà du système, je dis, ce qui encourage cela, c'est l'impunité. C'est vrai qu'au Bénin, C'est vrai nous que c'est avions... un scandale parmi tant d'autres. Tant Il l'a d'autres. cité tout à l'heure. Oui, beaucoup. C'est pour ne pas citer Maria Greta 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de scandales. Non, vous savez, on a beaucoup d'éléphants blancs qui en même temps servent de musée. En termes de corruption dans la sous-région, le Bénin a gagné le pari pendant plusieurs années. Mais au-delà de tout, c'est vrai, il y a un système qui encourage, qui facilite la corruption. Mais il y a aussi un fait, c'est l'impunité. Lorsque je détourne 1 million et je constate qu'allègrement, rien ne s'est passé, il a fallu que, bon, je mène quelques actions dans l'ombre et puis rapidement, on classe l'affaire, on n'en parle pas. Regardez depuis combien de temps nous sommes en train d'agiter l'histoire du siège de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez à faire stade dans ce pays. Oui. Ça a abouti comment? Lorsque des scandales qui, au sommet de l'État, a l'impression, c'est-à-dire d'étouffer, c'est-à-dire d'embrasser un grand nombre de personnes et qu'on étouffe et qu'on tue le fœtus dans l'ombre, dans l'œuf, ça encourage les jeunes, les autres personnes à dire « Ah oui, comme de l'autre côté, il n'y a rien eu, bon, moi aussi, je peux m'essayer. » C'est pourquoi, en tout état de cause, lorsqu'on parle de la corruption, je dis, avec le gouvernement actuel, au-delà du système qui a changé, il y a aussi un autre fait. Même si on change le système, il y en a qui sont tellement ingénieux dans la corruption pour créer les voies et moyens pour détourner. Mais quand il se dit, il y a un système de filtre, il y a un système où lorsque je commets l'acte aujourd'hui, quoi qu'en soit alpha, je serai arrêté. Il y a les dispositions légales qui sont là et je serai puni. Ça donne un peu, on a un peu le réflexe de ne pas te laisser aller. Au-delà de tout, depuis 1990 jusqu'en 2016, l'impunité a régné. Les gens disent qu'après la gouvernance de Patrice Talon, on aura la chance d'avoir aussi des scandales. Et je leur dis, ça ne serait pas la même chose. Parce que depuis 1990 à 2016, on n'a pas eu la lutte contre la corruption comme cela se passe aujourd'hui. Et lorsque dans l'administration, le jeune, le salaire ne lui permet même pas d'aller louer un appartement de 250 000, mais il le fait, il n'y a pas de prime. Lui seul, il a, c'est-à-dire la femme, les maîtresses, avec tout ce que nous connaissons, tout ce qu'il va. Mais il arrive à s'en sortir avec quoi? On dit qu'il n'y a pas de l'argent dans le pays. Mais allez vous mettre au stade. Vous voyez ce qui se passe chaque soir. Mais du coup, lorsqu'on encourage tout ça, et qu'il n'y a pas la lutte contre l'impunité, on ne peut pas s'en sortir. Et donc, à côté du système qui a encouragé, il faut reconnaître que sous le régime précédent, il y a eu qu'on a encouragé la corruption. Il faut le dire parce que même si le système encourage le fait, lorsqu'il y a des cas de scandale, entre nous, soyons honnêtes, donnez-moi un seul cas de scandale sous le régime précédent où on est allé au bout de façon objective, qu'on a trouvé les coupables, qu'ils ont été sanctionnés. On en cherche, on n'en trouve pas de façon sérieuse. Mais de 2016 à aujourd'hui, on a eu des cas, des gens proches du gouvernement, des gens proches du chef de l'État qui ont été inculpés, condamnés. Lorsque toi, simple agent de l'administration, tu vois ça, toi qui n'as même pas eu la chance de serrer la main au chef de l'État une fois, et que des gens qui sont très proches de lui vivent cette situation-là, tu as peur. C'est ça, je dis, il y a l'audace et le courage aujourd'hui qui fait que progressivement, avec le système, on a la chance de compter ces événements malheureux par le passé. Dina Rekba, la non-publication des rapports d'audit, est-ce une autre cause de ce phénomène? Évidemment. Évidemment, et je voudrais même savoir exactement, puisque nous, au révélateur du jour, on n'a pas l'information, je voudrais savoir si c'est le gouvernement qui a en fait publié le rapport ou si ce sont nos confrères qui ont pu investiguer et obtenir ces détails-là. Parce que c'est ça, effectivement. Quand mon collègue tout à l'heure parlait du fait qu'il y avait comme un encouragement à la corruption, il y avait comme un sentiment d'impunité,
C'était ça, effectivement, au cours du régime dernier. D'accord. Pour rapidement répondre à votre question. Oui. C'est vrai que d'habitude, on pose les questions de par ici, mais pour vous permettre de bien faire vos analyses, Merci. il faut dire que c'est justement un état de dégradation qu'on constate encore pour ces pistes. Évidemment. Et évidemment. on a saisi le gouvernement pour décaisser des fonds, pour faire le travail. Et le gouvernement s'est interrogé sur cette dégradation rapide encore des pistes, où on a fait un audit. Tout le rapport a été commandé. Justement, et le gouvernement a rendu public le rapport. D'accord, tant Voilà. mieux. Si le gouvernement a rendu public le rapport, ça veut dire donc que effectivement le système est en train d'être changé. Ça dit que le système s'améliore. Et puis nous le constatons d'ailleurs. Le système s'améliore. C'est vrai que sous le régime précédent, on ne publiait pas les rapports d'audit. Voilà. Est-ce que ça a aussi contribué au règne de l'impunité, comme Jean-Del le disait? Évidemment, évidemment. Parce qu'on se souvient que Boni disait que... à une époque, si on va publier tous les rapports d'audit, mais tous les cas iront en prison. Oui. Merci. Donc, effectivement, il faudrait que les rapports, Oui. quand et ça tombe, les rapports d'audit tombent, que ça soit publié. Que ça soit publié systématiquement et qu'on puisse savoir les tenants, les aboutissants du scandale soupçonné et qui a occasionné la commande de l'audit. Alors, une fois que le rapport est publié, le rapport d'audit est publié, on prend connaissance, on sait ce qui s'est passé, effectivement, ça permet à ceux qui avaient envie de s'aventurer sur ce terrain-là, de se raviser. Donc, il faut vraiment que les rapports d'audit soient publiés systématiquement, comme ça a commencé. Il faudrait que ça continue comme ça. Cela va permettre donc de décourager certains et de pouvoir mettre en place, d'améliorer davantage le système qui est déjà mis en place pour qu'au finish, nous ayons des chantiers, des travaux bien conduits, mieux exécutés Avec pour le bonheur de nos populations. Alors, Félicien Fagnon, des têtes vont tomber. Oui, des têtes vont tomber, mais cela ne devrait pas suffire parce que si les têtes doivent chaque fois tomber, c'est que toutes les têtes vont tomber dans le pays. Et donc, pour moi, c'est de mettre fin à la chose. Et pour mettre fin à ça, c'est déjà, il y a des préalables. Et ces préalables, moi, je le sens déjà avec ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Vous savez, les cadres de l'administration, depuis un moment donné, ne sont pas sous pression. Que ce soit ceux qui sont nommés, que ceux qui sont recrutés, ils ne sont pas sous pression. Parce qu'il y a des actes qui font le lit à la corruption. Et le régime même ne se voit pas contraint, d'accord, de punir. Lorsque, par exemple, vous devez aller animer un meeting le week-end prochain et que dans la semaine, vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est d'appeler un entrepreneur. Il dit, mais trouve-moi 10 millions, trouve-moi 5 millions. On saura comment compenser ça. Et la compensation, c'est de lui donner un marché parfois fictif, ou bien un marché mal taillé, et puis bon, on dit, bon, on va réaliser, écoute, c'est nous qui réceptionnons, il n'y a pas de problème. C'est ça qui entraîne souvent ça. Depuis un moment, vous allez constater que sous ce régime, il n'y a pas cette pression. On vous nomme, même si vous êtes ministre, on ne vous fait aucune pression pour aller animer un meeting, pour aller même faire de la politique, on ne vous fait aucune obligation. Donc ce que vous gagnez, c'est à vous seul. Et non seulement ça, c'est qu'ils ont même amélioré les conditions de vie et de travail des cadres nommés à divers niveaux. Ça fait que déjà, toi-même avant de voler l'argent de l'État, tu réfléchis plusieurs fois. Et c'est pour cela que le président Patrice Talon n'a pas peur, d'accord, de taper sur le doigt de tous ceux qui sont proches de lui, parce qu'il n'y a pas ce régime qui ne soit pas fait. Et qui tente de faire des choses. Vous voyez, il y a le cas d'Antoine Dahury, malheureusement. Il y a d'autres cas qui sont dans le régime et qui tombent. Modeste Boula est tombé, il y a beaucoup qui sont tombés et qu'on frappe. Donc, au-delà de ce qu'il faut frapper, mais il faut aussi poser des actes préalables pour permettre au cadre, pour permettre à la personne qui est nommée, d'accord, d'éviter, d'accord, de s'aventurer sur ce terrain-là. Vous savez, sur cet aéroport, il n'y a pas que ce scandale. Il y a le dossier de l'avion présidentiel. Oui. Jusque-là, ce n'est pas fini. On ne sait pas encore si des têtes vont encore tomber sur le plan. En tout cas, ce n'est pas fini. Et là, il y a le cabinet militaire, il y a également des entreprises. Ça c'est là encore maintenant. Et donc, je pense que le travail qu'il y a à faire, c'est de continuer dans le sens actuel. C'est-à-dire, non seulement publier, parce que publier ne veut pas dire sanctionner. Et sanctionner administrativement aussi ne suffit pas. Parce que si vous publiez, ça ne suffit pas pour que la justice s'en saisisse. Il faut saisir formellement la justice. Pour que, en plus de la sanction administrative qui sera éventuellement infligée à l'agent ou bien aux personnes concernées, que la justice aussi s'en saisisse. Parce que ces fonds-là sont allés forcément quelque part. Ces fonds-là ont forcément construit des immeubles. Il faut les saisir.
Très bien. Jean-Deltienne Glessoubé, c'est une lutte très redoutable et très difficile aussi qui nécessite beaucoup d'efforts de la part du gouvernement parce qu'à cette allure, on risque de se décourager en tant que gouvernant parfois. Non, on n'a pas l'obligation d'être découragé. Vu l'immensité de la tâche, le fait que le phénomène se soit vraiment répandu un peu partout. Non, vous savez, le Bénin demeure ce qu'il est. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que le président Patrice Talon, depuis plusieurs dizaines d'années, maîtrisait le système politique béninois. Et c'est ça qui a fait même que très tôt, des compagnons de lutte sont devenus ses opposants parce qu'ils maîtrisent leurs pratiques malsaines pour être toujours au-dessus de la mêlée. Et ça a fait que rapidement, il a verrouillé le système. Et donc, du coup, moi, je dis, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas l'intrus qui connaissait la maison. C'est même celui qui vivait dans la maison, qui connaissait, qui maîtrisait la maison du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis heureux qu'il ait même ces personnalités-là qui sont des opposants au Bénin. Moi, je suis heureux. Je me dis, oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que réellement, c'est ceux-là qui étaient la cause de nos malheurs quelquefois. Ah bon? Donc, pour moi, je dis... Comment ça? Comprenez à demi-mot. Donc, pour moi, je dis... On a du mal à comprendre, oui. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, et il a martelé, il a dit. Vous vous rappelez, après l'affaire de cocaïne, quand il s'est déplacé pour aller à Paracou, ce qu'il a dit? Le nombre de personnes qui m'ont appelé dans cette affaire, qui n'arrivaient pas à comprendre que des personnes, des personnalités de ce pays, qui dans une affaire pareille, appellent pour demander qu'on laisse passer. Ça veut dire à quel point au Bénin, on a le sentiment de protéger nos proches, même quand la personne fait mal. Allez dans nos commissariats. On est conscient que l'intéressé a volé, mais parce qu'on est ami avec le commissaire, on vient plaider pour demander de laisser le voleur partir. Avec le président Patrice Talon, on a vu, il nous a donné la preuve. Qui pouvait imaginer, qui pouvait savoir que le tout-puissant Modeste Oboula allait finir de cette manière-là? Et du coup, ça veut dire qu'il y a l'engagement et la détermination. Quoi qu'en soit, tout ce que les gens diront, c'est vrai, ça fait un peu mal lorsqu'on tombe sur des dossiers du genre où peut-être beaucoup de personnes sont impliquées, des gens même qu'on ne s'imagine pas. Et aussi, la nature de l'affaire, on peut être découragé. Mais lorsqu'on se prépare déjà pour la mission, ça veut dire qu'on peut le faire. Ce n'est pas pour rien qu'on a créé la criette. Oui. C'est pour dissocier. Parce que le tribunal normal qui doit traiter les affaires de viol, de meurtre, doit aussi gérer les crimes économiques. On traîne les pas. Aujourd'hui, même dans la psychologie du Béninois, à n'importe quelle gestion, on dit, ah, la criette est là. Hein. Et c'est aussi un élan qui fait que les gens ont peur. Et ça aussi, c'est un début de lutte contre l'impunité. Ça veut dire que, au-delà même de la volonté manifeste, il y a l'arsenal juridique aussi qui accompagne. Et du coup, en tant que Béninois, nous devons tous accompagner le régime actuel, ne serait-ce que sur le point, l'aspect de la lutte contre la corruption. Si depuis 1990, tous les gouvernements précédents avaient eu le courage de le faire, je pense qu'on aurait eu moins d'immeubles implantés à Cotonou, mais qu'on aurait beaucoup de routes bitumées, beaucoup d'eau potable pour la population. Kamaroudine Arikpa, il y a aussi cette question-là de la flexibilité des personnalités peut-être impliquées à pouvoir spontanément répondre aux questions de la justice sans qu'il y ait forcément scandale. On sait que depuis 2016, cette tête-là qui tombe, généralement, on y trouve derrière des manigances politiques. Comment faire pour que, dans des affaires du genre, qu'on puisse faciliter la tâche à la justice? Bon, c'est un peu compliqué. Lorsque le fil de séparation, si je puis faire cette image-là, lorsque le fil de séparation entre le monde judiciaire et le monde politique, lorsque ce fil-là semble céder et qu'on commence à faire l'amalgame entre les deux mondes, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas en vouloir un régime en place de faire un état des lieux.
Donc, si le régime en place fait l'état des lieux de ce qui a été fait avant lui, et que dans cet état des lieux, on se rend compte qu'il y a eu mal donne, on est bien obligé de demander à qui de droit, d'ailleurs même à qui de devoir, de venir s'expliquer. Donc, ce qu'il faut, il faudrait vraiment que tout le monde comprenne que la lutte contre la corruption est nécessaire, est salvatrice pour notre économie. Et du coup, lorsque la personne mise en cause est d'un régime ou d'un autre, lorsque on soupçonne cette personne-là de quelque chose, il vaut mieux que la personne aille répondre tout simplement, et assume ses actes. Et assume ses actes, enfin, aille se défendre et lave son honneur comme on le dit. C'est vrai qu'après, bon, le système mis en place, il faudrait que le système judiciaire puisse donner davantage confiance. Que le système judiciaire donne davantage confiance aux justiciables pour qu'on puisse se dire que quand tu y vas, tu te défends, on te permet de te défendre, et quand tu finis de te défendre, lorsque tu es clean, eh bien, on te relâche, on te donne ta liberté, et ça va permettre qu'on ait moins d'exilés politiques, parce que si, entre-temps, nous sortait le nom du ministre qui était en charge de ce secteur-là, quand ces travaux ont été commandités en 2014-2015 et tout, si son nom sort maintenant et qu'on commence à le convoquer, j'ai bien peur. Lui, il est actuellement avec le gouvernement. Il est actuellement avec le gouvernement. On ne parlera pas de chasse aux sorcières. Voilà, au moins là, justement, c'est pour ça que je posais la question sur la dissociation entre les procédures judiciaires et aussi des manigances politiques. Justement. On trouve parfois, lorsque la personne qui est visée dans telle ou telle affaire n'est pas forcément en odeur de sainteté avec le chef de l'État, que c'est d'office de l'acharnement. C'est là, comment justement, faire pour que des gens soient préparés à ce qu'une lutte vraiment doit se faire contre la corruption. Parce qu'on ne peut pas se développer en pillant chaque fois nos ressources. Pour moi, c'est au gouvernement qui a qui, on ne peut le nier, a une volonté affichée, une volonté affirmée de lutter contre la corruption. C'est au gouvernement de taper dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et là, maintenant, on sait que le scandale est lié à un ministre qui est encore avec le régime. Alors, si en temps, le ministre a une part de responsabilité, qu'il aille répondre. Vous savez qu'au cours de cette semaine, en France, le ministre de l'écologie, il a dû rendre son tablier pour justement aller se défendre. Alors qu'il était pour une affaire pour soupçon de corruption, de mauvaise gouvernance. Donc voilà, que cela soit pareil ici et que ça ne soit pas orienté, qu'on ne sente pas que c'est plus ceux de l'ancien régime qui ne sont plus en odeur de sainteté. C'est ça qui permettra de mettre tout le monde en confiance et d'éviter les interprétations. Vous avez cité des noms de l'actuel régime tout à l'heure. Voilà, ça rassure. Quand c'est comme ça, ça rassure. Oui, Félicien Fayon, la politique et la justice ne devraient pas faire bon ménage. Et lorsque on interpelle des gens, il faudrait aussi comprendre que c'est pour des raisons de transparence, non? Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup d'exemples. Il n'y a pas une guerre politique entre le président Patrice Talon et le président Sébastien Diamant. Il n'y avait pas une guerre politique. C'est des amis politiques derrière qui se sont soutenus pour venir au pouvoir en 2016. Et pourtant, lorsque la justice a voulu faire son travail, les relations politiques, bien sûr, se sont effritées, mais la justice a plus déçu. Il en est de même pour plusieurs personnalités de ce pays, même sous ce régime déjà, qui sont allés en prison, qui ont été condamnés, quand bien même ils ont des relations politiques avec le régime actuel. Donc c'est dire que la part des choses se fait déjà. Donc sur ce plan, je ne pense plus qu'il y a encore de chasse aux sorcières, parce qu'à l'époque, je crois, les journaux parlaient, c'est le ministre Sonon qui était là. Aujourd'hui, le ministre Sonon n'est pas contre le régime actuel, même s'il n'y a pas une déclaration officielle pour dire « je vous soutiens », mais quand on le voit dans ses prestations, dans ses interventions, on sent qu'il n'est pas contre le régime. Il est dans le bloc républicain. Il est dans le bloc républicain. Et donc, je ne vois pas ce que le pouvoir peut avoir contre lui au point même de vouloir l'abattre. Je ne pense pas qu'il y ait ça. C'est juste que lorsque la justice intervient, il faut forcément laisser la justice travailler et oublier les relations politiques. S'il finit et que la justice montre qu'il n'en était pour rien et qu'il n'était pas impliqué, ben, les gens vont le laisser. Ça, c'est clair. Donc, je crois que sur ce plan, il n'y a pas de souci. Il faut qu'on évolue dans les échanges de ce matin. Jean-Del Tienglessoubé, le gouvernement du président Patrice Talon a pris une décision très importante et très sérieuse. C'est notamment pour
la protection de l'environnement, de la santé des concitoyens. L'essence que les stations de service agréées fournissaient aux véhicules, même aux motos, n'était pas forcément de bonne qualité. C'est des carburants toxiques qu'on envoie en Afrique depuis l'Europe et qu'on qualifie même de qualité africaine sur le continent européen. Et déjà en 2016, 5 pays de l'Afrique, notamment le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, ont pris la décision de pouvoir s'unir et refuser l'importation de ce carburant-là. Le gouvernement du président Patrice Talon avait déjà commencé en janvier dernier et le 15 juillet, c'est-à-dire en début de semaine, a maintenant pris un nouveau décret pour interdire cela. Quel regard portez-vous sur cette décision du gouvernement? Je pense que c'est une décision vraiment salutaire parce que ça ne vise que la sauvegarde de l'intérêt national et protéger la vie des concitoyens. Et ça me rappelle la décision pour interdire l'utilisation des tôles laquées non galvanisées. Où plusieurs pays de la sous-région, depuis des dizaines d'années, l'ont déjà opté, mais ce n'est qu'en 2019 que notre gouvernement, notre pays, a eu le courage de dire non, je mets fin à cela. Ça veut dire que lorsque l'intérêt général est en jeu, notamment la vie des citoyens, il faut savoir agir au plus pressé. Vous n'allez pas me dire que c'est sous ce régime que notre pays a constaté que ce qu'on nous envoie en Afrique, au Bénin, était de mauvaise qualité. Mais chaque fois, on ferme les yeux sur ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'audace et le courage. C'est très bien parce que ce n'est que pour la santé des Béninois. Ce n'est que pour la santé des Béninois. Et c'est le rôle d'un gouvernement, protéger la vie de ses concitoyens. Je ne peux que tirer un coup de chapeau au gouvernement et l'inviter à aller encore plus loin parce qu'il y a encore beaucoup d'autres secteurs dans lesquels on expose la vie des populations à la base. Lorsqu'on qualifie un produit, c'est ce qui est destiné pour l'Afrique, ça veut dire que c'est ce qui doit être tué qu'on nous envoie chez nous ici. Et il faut que le gouvernement aille un peu plus loin et c'est aussi dans le secteur pharmaceutique. Là aussi, on doit interdire l'importation au Bénin de certains médicaments. Lorsqu'on estime que ça, c'est destiné uniquement pour l'Afrique, ce n'est pas bien. Et lorsque vous regardez tout ça, sera fait, on reviendra. Et lorsque tout ça est fait, je dis, c'est l'audace et le courage. Parce que lorsque je prends l'exemple sur l'interdiction de l'usage des tôles, des gouvernements précédents ont étudié le même rapport, mais n'ont pas eu le courage de l'interdire. Et pour cette fois-ci également, les carburants toxiques aussi, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement étudie le même rapport. C'est pour dire qu'au moins le gouvernement de Patrice Talon, il met en amont la vie des concitoyens. Et ça, c'est une décision vraiment salutaire. Dine Arekba, depuis plusieurs années, on a cru que l'essence distribuée ou non vendue aux services agréés, aux services de distribution agréés, c'était l'essence de bonne qualité. Et on se disait que ce qu'on a au bord des voies, c'était des frelatés, c'est ça qui est contre la santé. Maintenant, le gouvernement qui prend cette décision et met à nu les effets néfastes, nocifs de ces carburants. Quelle est votre appréciation? Oui, j'avoue que j'étais ébahi. J'étais ébahi quand j'ai pris connaissance du dossier. Et parce que on nous dit que en Europe, que la teneur en soufre dans l'essence serait limite de... si mes souvenirs sont exacts, 10 particules par million. Voilà. Et qu'ici, sous le tropique, on nous envoie des trucs en teneur de 1500 particules par million. 1500 à 10 000 en plus. Et ça, c'est dans nos stations service officielles. Je le dis comme ça pour faire un clin d'œil aux officieuses qui sont au bord de nos voies. Alors, j'imagine déjà ce qui se passe de l'autre côté, de ceux qui sont au niveau dans le domaine du frelaté. Et quand je reviens maintenant au niveau de ces stations officielles, ces stations autorisées et tout, et que je me rends compte que c'était ça, eh bien, je m'inquiète non seulement pour nous les consommateurs, mais aussi même pour ces distributeurs-là, pour ces agents qui travaillent dans ces stations-là. Est-ce que les conditions dans lesquelles ils doivent rester pour pouvoir se protéger même
de l'effet, de tout ce qui a comme conséquence nocive de ce produit-là. Est-ce que... Et maintenant, quand on prend donc cette décision, le parallèle est vite fait avec non seulement l'adhésion des tôles, mais même avec la décision concernant les sachets plastiques. Et l'autre chose qui est à saluer aussi, c'est que bon, le gouvernement essaie aussi, quand il prend ces décisions comme ça, de donner un temps. La décision est prise, le décret a été signé depuis janvier, mais c'est en juillet, le 15, soit au début donc de la semaine, qu'on met ça en vigueur. Donc, ceux qui continuaient de s'approvisionner avec ces structures, ces fournisseurs-là, devraient en principe avoir pris les dispositions nécessaires pour, à l'avenir, nous éviter d'avoir à être en contact avec ces genres de produits à teneur aussi nocive. Et je suis un peu insatisfait parce que je vois que ce qui a été pris comme décision, c'est qu'on ramène ça à maximum 150. Bon, je vous rappelle qu'en Europe, c'est 10. Justement, mais là, vous avez parlé de l'Europe. Non, mais il faut je suis un peu justement... insatisfait. Non, mais sur cette question, en 2016, lorsque les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés à Abuja, ils ont donc pris connaissance d'une étude de la Banque mondiale qui disait que si les pays d'Afrique subsaharienne limitaient déjà la teneur en soufre à 150 ppm, c'est-à-dire particules par million, pour l'essence et 50 ppm pour le gasoil, ils pouvaient déjà économiser $1 milliard par an sur leur budget et aussi protéger la vie de leurs concitoyens. Donc, pour la première étape, le décret que le gouvernement a pris actuellement, c'est justement pour ces normes-là. Félicien Fagnon. Oui, vous savez, l'Afrique est malheureusement considérée comme un dépotoir. Un dépotoir parce qu'on se dit que ce qu'on ne peut pas utiliser dans les pays développés, c'est ça qu'il faut nous envoyer ici pour que nous on l'utilise. Parce que nous, notre organisme, notre environnement de vie est adapté à tout et accepte tout. Ce n'est pas que les carburants toxiques. Vous savez que vous voyez souvent des gens font la file lorsque, par exemple, on amène un conteneur dans un quartier et qu'on veut déverser. Vous voyez des télévisions gâtées, des trucs d'occasion, des appareils électroménagers qui sont d'occasion. On les déverse là. Les gens croient que c'est la qualité et ils vont même faire la file et ils achètent ça. Alors qu'en réalité, les gens ont fini d'utiliser ça et ne savent pas là où déposer ça. Et ce qui est gâté, ils ne savent pas là où les déposer. Donc, on nous envoie ça. Pour nous, c'est que c'est neuf. On court, même on dit que c'est beaucoup plus en état que ce qui est même neuf là. Donc, et voilà, on dit venu de France, on prend ça. Il en est de même pour les véhicules. En Côte d'Ivoire, à côté, par exemple, il a été interdit que les véhicules d'un certain nombre d'années ne soient plus utilisés sur le territoire. Mais chez nous ici, même quand il reste 2 ans, 3 ans de vie pour la voiture, on l'envoie ici. Nous, on l'achète, on l'utilise. Alors, lorsque vous acceptez des véhicules du genre, lorsque vous voulez ces véhicules déjà dégradés et autres, qu'est-ce que vous pouvez refuser en termes de carburant? Quel type de carburant il faut utiliser dans ces véhicules-là? Et donc, le gouvernement doit aller plus loin dans ce combat-là. Et en plus du carburant toxique, interdit également que notre pays ne soit considéré comme un dépotoir. L'autre chose, c'est qu'il faut voir le coût. Ça, forcément, a un coût. Si les stations privées qui existaient, qui tenaient difficilement, d'accord, utiliser ce type de carburant-là, c'est peut-être pour pouvoir maintenir le marché, pouvoir maintenir également leurs activités. Vous savez que les centres de contrôlent le pays dans ce secteur-là à plus de 90%. C'est vrai. Et donc, le reste de consommateurs, ceux qui vont au niveau des stations, ils ne sont pas nombreux. Donc, pour que ces stations tiennent, à un moment donné, il faut une certaine qualité de carburant. C'est vrai, ce n'est pas normal, ce n'est pas la norme, mais il fallait ça pour que les gens puissent tenir. On ne devait pas le justifier. Cette mesure prise par le gouvernement, certainement, doit être suivie par d'autres. C'est-à-dire l'assainissement du secteur pour permettre à ce que ces privés qui ont investi de l'argent pour implanter des stations un peu partout, puisqu'on en voit déjà, puissent effectivement avoir la possibilité d'écouler leurs produits de qualité s'ils en importent. Et donc, la mesure du gouvernement, elle est très bonne, mais il faut qu'elle soit suivie d'autres mesures pour faciliter l'écoulement des produits. Et il y a également, en plus de cela, je parlais du coût. Alors, est-ce que le coût sera le même si la qualité du carburant changeait? Si déjà nous payons ceci-là à 500 et quelques francs CFA le litre à la pompe, et que dans le secteur informel c'est à 325 francs, si la qualité change, est-ce que le coût ne changera pas? Si le coût change, est-ce que les clients ont cette capacité-là d'aller vers la pompe pour l'acheter? Donc il y a ces questions qu'il faut qu'on se pose et inciter le gouvernement à aller donc plus loin dans ce combat.
Chandel Etienne Guissoubé, non seulement on évite la mauvaise santé à la population, mais on gagne de l'argent. 1 milliard si on limitait effectivement la pénalité de dollars par an. Pas en français. Oui. Je pense que c'est important d'œuvrer dans ce sens et d'y aller. Mais comme l'a dit Félicien, il y a un aspect. Forcément, il faut accompagner ces entreprises déjà qui s'installent partout et qui sont dans le secteur. Parce qu'il ne s'agit à rien de refuser qu'on importe cette qualité de carburant et que la population aussi ne comprenne pas le fond de la décision. Parce que lorsque tu vas au marché et tu veux acheter un pain de qualité, il faut avoir les ressources nécessaires pour savoir que, lorsque je prends ça, je peux l'utiliser pendant une dizaine d'années. Le paradoxe chez nous, c'est que le Béninois n'a pas les moyens. Au lieu de faire l'effort pour acheter ce qui est de bonne qualité, qui pourra lui permettre d'utiliser pendant une longue durée sa moto ou son véhicule, on préfère alors acheter ce qui pourra nous aider plus à tuer le moyen de déplacement, alors qu'on a un revenu très limité. Du coup, il faut aussi essayer de conscientiser un peu la population à la base. Parce que si déjà l'essence dans ces stations-là est déjà à 500 et quelques, et qu'on refuse d'y aller, et on va acheter au bord de la voie, et qu'aujourd'hui, 350, 325, vous avez vu un peu les cas là, et avec ça, si on importe ce qui est de qualité, je suis sûr que ça va passer peut-être à 600, à 700 et quelques. Alors là, bonjour les dégâts. Le peu de Béninois qui ont les moyens, qui résistent, qui disent « Ah non, je veux que le moteur de mon véhicule soit toujours en bonne qualité » et se dirigent vers ces stations, seront obligés de se tourner vers l'essence frelatée. Mais c'est le prix à payer pour avoir une bonne santé. Hein. Non, mais il faudrait que non seulement le gouvernement accompagne, c'est-à-dire, on peut créer un système d'accompagnement pour les entreprises là. Justement, peut-être pour faire face au coût, parce que, entre autres raisons qui justifient le fait qu'on n'ait pas encore interdit ça depuis des années, c'était justement le coût. Et pour pouvoir faire face à ça, 5 pays se sont unis, le Bénin, le Nigeria, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui se sont donc entendus depuis 2016 pour pouvoir commencer à faire les études et à mettre ça en pratique depuis 2019, 2020, 2021. Et alors, par exemple, le ministre de l'Environnement du Nigeria s'est félicité par exemple de cette initiative multilatérale et il disait, je le cite, cela faisait 20 ans que le Nigeria était incapable de lutter contre la pollution automobile à cause des carburants de mauvaise qualité que nous importions. Et on l'appelle Amina Mohamed. Est-ce que cette initiative multilatérale ne peut pas peut-être contribuer à contenir cette affaire du coût-là? Oui, mais il y a un autre aspect. Il ne s'agit à rien d'importer le carburant de qualité si le consommateur refuse de consommer à cause du coût. Très bien. Et tourne encore vers le frelaté. Ça veut dire que l'entreprise va cesser de fonctionner. On aura encore des chômeurs. C'est pourquoi il est important de créer des mesures d'accompagnement. Ne serait-ce que pour soulager un peu la peine des entreprises. Et au-delà de ça, le gouvernement doit communiquer, montrer l'effet secondaire sur la santé, l'aspect toxique. C'est ça qui va permettre aux consommateurs de dire, malgré le coût, c'est mieux de prendre le risque d'y aller pour se protéger, pour sauver ma santé. Et comme vous le dites déjà et qui nous regardent, ils sont déjà informés. Camarou Dinarikwa, est-ce que toutes ces mesures multilatérales prises par les pays de la sous-région ne contribueraient pas aussi à un peu gérer ça ensemble? Justement, l'idée qui me vient, moi, face à cette question, c'est certainement que si, par exemple, le ministre nigérian dit que son pays était incapable depuis 20 ans de lutter contre la chose, c'est qu'il a fallu peut-être que ces pays se mettent ensemble pour constituer une sorte de lobbying. C'est ça. Et ce lobbying vis-à-vis maintenant de ces fournisseurs de carburant, parce que ce n'est pas que ceux-là n'ont pas la bonne qualité. On a bien dit, ils font une cargaison spéciale pour l'Afrique. Mais c'est les mêmes qui livrent les carburants de meilleure qualité chez eux là-bas. Donc peut-être le lobbying est fait, en attendant que les voies les plus autorisées nous éclaircissent la chose. Certainement que le lobbying est fait entre tous ces États-là pour que déjà, à l'amont, malgré que la qualité serait meilleure, que le coût d'importation soit moindre, pour peut-être ne pas venir
créer des distorsions déjà dans le tissu économique de ce secteur-là. Donc, pour moi, c'est pas très évident que ça ait une incidence financière sur le consommateur final. C'est pas très évident. C'est sûr qu'un lobbying a été mis en place par rapport à ça. Très bien. Pour finir, Félicien Fagnon, il faut aussi dire qu'au-delà des pays de l'Afrique de l'Ouest, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et le Maroc aussi sont dans la danse. Est-ce que, au-delà du Bénin, le continent africain ne prend pas aussi conscience de ce que c'est un continent aussi qui comporte des humains, qui nécessite un réel développement comme les autres ailleurs? Ouais, ce réveil du continent africain me réjouit parce que ce n'est pas seulement sur ce plan. Vous savez, il y a un débat qui est en cours. Beaucoup de pays veulent quitter le CFA et pour passer à une autre monnaie. La restitution des biens culturels, voilà. Ainsi de suite. Donc ce réveil des pays africains, moi, ça me conforte beaucoup parce que je dis il faut que nous quittions quand même l'étape à laquelle nous étions pour nous rendre beaucoup plus indépendants dans plusieurs secteurs donnés. C'est vrai que la mise en œuvre pourrait être difficile parce que quand vous prenez par exemple les sociétés qui fournissent le carburant et qui distribuent le carburant même au Bénin, les privés, il y en a qui sont d'origine européenne, dont les responsables sont donc d'origine européenne. Et donc si nous faisons cette interdiction, je le dis, ça aura forcément un impact. On va souffrir quelque temps, mais je dis, ce gouvernement doit l'accompagner d'autres mesures. Je ne pense pas que le gouvernement l'ait ignoré. C'est sûr que quelque chose se prépare pour que non seulement le coût soit accessible aux populations à la base que nous sommes, mais aussi que le carburant également soit disponible et que le secteur informel soit complètement disons éradiqué, parce que c'est ce secteur-là qu'il faut quand même faire disparaître. Et donc ce réveil, moi, ça m'intéresse beaucoup. Il ne faut pas que les pays africains s'arrêtent là. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Le Nigeria à côté produit du pétrole. Il y a d'autres pays également de la sous-région qui produisent du pétrole. Et donc nous sommes capables en Afrique, si on se met ensemble, si on s'entend pour évoluer, nous sommes capables quand même de relever un certain nombre de défis pour que nous, population à la base, nous puissions quand même en être épanouis.